mondiale. Mais dans le même temps se développe à Bretton Woods ce qui fera la construction ou la reconstruction d'un monde tourmenté par la guerre. L'économie, la finance sont sur la table des discussions de ces délégations qui viennent de partout, précisément des 40 pays alliés qui ont remporté la guerre. Comme souvent dans l'histoire, l'Afrique sera au menu des débats, mais ne sera pas représentée. Oui, quelqu'un parlera pour elle, sans avoir mandat, et il ne parlera pas en faveur d'elle. Quelques années plus tard, ou plutôt quelques mois plus tard, le 26 décembre 1945, sort des caisses de ces accords de Bretton Woods une nouvelle alliance, le franc CFA, qui, avec le temps, connaîtra des différentes mutations, des différentes définitions. 14 pays d'Afrique subiront le diktat de la France qui, par cette monnaie, les asservira plus encore qu'elle ne l'a fait les années précédentes. Une autre date nous intéresse ce matin, le 26 avril 2022. Nous sommes en RCA, Bangui en particulier, un communiqué fait état de ce que la République centrafricaine vient d'adopter comme monnaie légale, le Bitcoin. Elle rejoint un autre pays. Ils seront 2 seulement dans le monde à avoir des ambitions aussi futuristes. Naturellement, les instances économiques et financières de la CEMAC se mettent en branle, la France et Paris tremblent. Que va-t-il donc se passer en RCA? Pourra-t-on continuer à avoir le contrôle sur son économie? Bref, toutes ces questions sont à l'ordre du jour et aujourd'hui, on s'interroge dans le débat de ce matin sur la fin du franc CFA, appelé par tous les vœux par les Africains. Mais concrètement, peut-on véritablement se libérer du franc CFA tout de suite? Et si oui, la RCA montre-t-elle la voie? Chers téléspectateurs, bienvenue à ce débat. Cet autre pas qu'on fera dans l'édification de la jeunesse africaine, mais également dans un problème rendu sempiternel et important par les temps qui courent. Et avec vous, on va commencer. Franklin, vous allez nous expliquer exactement, ou plutôt, vous permettrez que je donne la parole à Dr Yam Timba d'abord. En quoi est-ce que le franc CFA, et ce sera une répétition certainement, est une calamité pour les pays qui l'utilisent? Calamité. Le mot est faible, c'est ça? Une calamité. Le mot est-il faible? Peut-être pas, mais il ne dit pas la totalité de la réalité. Lorsque vous allez dans un hôpital, dans n'importe lequel des 14 pays qui utilisent le franc CFA, et que vous trouvez des patients qui ont perdu la vie parce qu'on n'avait pas assez de compresses, ou qu'on n'avait pas assez d'alcool, ou que vous alliez dans une école primaire et vous vous rendez compte qu'on n'a pas de livres, vous vous dites, mais en fait, vous ne pouvez pas immédiatement faire le lien avec le franc CFA. Vous vous dites simplement, ceux qui gèrent cet hôpital sont incompétents, ceux qui gèrent cette école sont incompétents, ceux qui dirigent le pays sont incompétents. La question, pourtant, est celle de savoir, ceux qui dirigent le pays auraient-ils pu donner suffisamment de compresses et d'alcool et suffisamment de livres à tous les Camerounais ou à tous les Gabonais ou à tous les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, s'ils n'avaient pas le franc CFA? En fait, nous avons un sérieux problème avec cette monnaie. Que signifie-t-elle d'ailleurs au moment des je ne sais même pas pourquoi on appelle ça des accords. C'est quelque chose qui a été signé par les Français entre eux. Donc, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça accord. Donc, la création du franc CFA par la France. La première chose qu'il faut savoir, c'est que on sort de la guerre. Et c'est le moment de la reconstruction. De Gaulle s'est engagé sur quelque chose à Brazzaville en 1944, sous la pression de Roosevelt à Potsdam et à Yalta, en disant il faut libérer ces gens, il faut... on est dans, si vous voulez, les émotions de la Deuxième Guerre mondiale. L'euphorie. Pardon? L'euphorie. Oui, en fait, je veux dire, c'est le fruit des émotions. La Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de violence. Donc, les fruits, c'est que les gens commencent à se dire, oui, il faut quand même qu'on libère un certain nombre de choses. En même temps, pour les Américains, c'était stratégique. Libérer ces pays qui sont tout à fait jeunes et faibles leur aurait permis d'y prendre pied plus facilement.
et donc de pouvoir asseoir leur domination sur une plus vaste partie du monde, parce que malgré la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS restait quand même l'ennemi numéro un. Et libérer ces pays lui permettrait aux États-Unis de s'y installer. Pousse donc De Gaulle, qui va à Brazzaville en 1944, promet la libération, l'indépendance, etc. En tout cas, au moins une large autonomie, etc. Et arrive donc le moment de la guerre, la fin de la guerre. En tout cas, la France est libérée en 1944, grâce à la colonne partie de Douala ici. Il y a le camp Maréchal Leclerc, quelque part à Ndokoti. Non, c'est Ndokoti. Ils sont partis de là le 27 août 1942. Et ils s'en vont libérer Paris sous les ordres du Maréchal Leclerc. C'est pour ça que Leclerc est maréchal et De Gaulle n'a jamais été fait maréchal de France, parce que celui qui libère Paris, c'est Leclerc. Bien sûr. Même si, lorsque la libération est faite, au moment de la célébrer, on va déshabiller les soldats africains, habiller des SDF français, parce qu'il faut savoir que la France, à l'époque, n'a engagé dans la Deuxième Guerre mondiale que 53 000 soldats, hein, pas plus. Et l'Afrique a apporté officiellement 17 000 soldats dans la campagne de France. Mais au total, plus de 85 000 soldats. L'Afrique, elle seule. Mais la France, qui était occupée, n'a apporté que 53 000 soldats. Donc, il leur faut s'assurer de disposer des ressources qui vont leur permettre de relancer leur économie. On n'est pas encore au plan Marshall, qui va arriver 2 ans après. Et donc, ils vont trouver une astuce qui consiste à créer ce qu'on appelle une monnaie binaire. La monnaie binaire, c'est que vous avez une monnaie principale et vous créez une autre monnaie qui protège votre espace et qui est la seule monnaie d'échange à l'intérieur de ce territoire. Et à l'extérieur, vous utiliserez autre chose. On crée donc le franc CFA qui sera utilisé dans les pays, les colonies françaises d'Afrique. Et de cette façon-là, tout de suite, ces zones-là sont incapables de commercer même avec leurs voisins comme le Nigeria. Parce que vous n'avez pas de monnaie. Comment vous avez fait le commerce? Donc, vous ne pouvez pas commercer et ça permet donc à la France de protéger son espace d'approvisionnement et les débouchés de ces industries. Mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est une situation économique extraordinaire. C'est-à-dire que je vais quelque part, du fait du franc CFA, je prends les matières premières, je ne les paye pas. Je note quelque part que j'ai pris les matières premières et puis je déverse les produits que je fabrique dans ce marché de façon préférentielle. Et les entreprises qui y sont installées n'ont pas de problème de réserve, de problème de change, taux de change. Non, on transfère librement les bénéfices. Donc, en fait, c'est la chasse gardée et c'est pour ça qu'on a utilisé l'expression précaré français. En France, ce qu'on appelle le précaré, c'est le petit lopin de terre qu'il y a derrière la maison, qui est dans votre pré-carré et qui vous appartient et où personne d'autre n'accède. Voilà pourquoi on appelle cette zone-ci le pré-carré français. Enfin, on l'appelait, puisque nous, on n'est pas dedans, on est dans d'autres choses. Et donc, voilà comment le franc CFA, en 1959, à la veille des indépendances, alors que nous sommes encore sous la tutelle ou en colonie, généralement, la veille du jour de l'indépendance, on signe à nouveau des accords au nom de ces pays. Dans certains pays, les potentiels chefs d'État ont signé, mais dans des pays comme le Cameroun n'a pas signé. Le chef de l'État, le premier ministre du Cameroun de l'époque n'a pas signé. C'est encore des Français qui ont signé à la place du Cameroun. Du coup, vous avez des accords qu'on appelle donc les accords de coopération qui ont été signés en fait en part des Français entre eux, mais qui s'appliquent à nos pays par on ne sait quelle magie et les gens sont là, ils regardent, ils ne réagissent pas. Voilà comment le franc CFA acquiert un certain nombre d'attributs. Ils vont garantir ils vont assurer la libre convertibilité du franc. Donc ils garantissent en fait les transactions, la convertibilité du franc CFA et il y aura libre transférabilité des fonds, sauf que c'est toujours dans le sens de l'Afrique vers la France, jamais de l'inverse. Puisque chaque fois que vous voulez prendre l'argent en France, c'est sous la forme d'un prêt. Et vous devez payer pour ça. Même vos propres réserves en devises, pour les utiliser, c'est sous la forme d'un prêt. Et ils vous assurent la garantie au niveau international. Mais vous garantissez quoi? La France n'a jamais garanti. La seule fois où on a fait appel à la garantie à 93, ça a abouti à une dévaluation. Parce que
effectivement, la France ne considère pas que vous avez une monnaie, puisqu'elle sait que techniquement, ce n'est pas une monnaie, et qu'elle considère que ça lui permet simplement de sécuriser une zone d'approvisionnement et un débouché. Et donc, elle a réglé un problème qu'elle avait avec l'Allemagne en 93, et vous êtes passé par perte et profit, on a dévalué chez vous. Mais le franc CFA, c'est surtout, alors qu'au début, un franc CFA valait... c'est-à-dire qu'il fallait 2 francs, il fallait 2 francs français pour un franc, ce qu'on appelait le franc lourd à l'époque. Pour 2 francs, il fallait 2 francs lourds pour 1 franc CFA. Ce qui rendait encore la zone bien mieux protégée. Donc, ça va évoluer avec le temps et on va arriver à ceci que le Tundian Pemi va constater plus tard. En fait, le franc CFA, c'est un siphon de valeur ajoutée. Vous constaterez qu'en 2002, par exemple, la qualité de vie s'est dégradée d'au moins la moitié 40 ans plus tard. Un pays comme le Cameroun, le PNB par habitant a chuté de près de 20% entre 1986 et aujourd'hui. Pour des pays comme le Gabon, c'est la moitié. Pour des pays comme le Sénégal, c'est pratiquement 60%. Pour des pays comme le Mali, on est à près de 90%. C'est-à-dire, en fait, quand vous prenez le franc CFA, c'est juste un siphon de valeur ajoutée. Ça siphonne toute la valeur ajoutée produite ici et ça engraisse la France. D'ailleurs, elle a reconnu elle-même que ça représente entre 10 et 15%, entre 15 et 20% de son budget annuel. Donc, elle utilise nos réserves dans son budget pour financer donc des types qui ne travaillent pas, à qui on donne ce qu'on appelle des allocations chômage. Et pendant ce temps, on va quand même vous insulter dans tous les livres d'économie, disant que vous ne travaillez pas. Mais il faut noter que la zone, les 14 pays dans lesquels on utilise le franc CFA, ces 14 pays-là, sur les 33% de matières premières exportées par l'Afrique en 2020, qui représentaient à peu près 30 milliards de tonnes sur les 90 milliards de tonnes dans le monde, ces pays-là ont exporté pratiquement 10 milliards de tonnes. Donc ces pays-là représentent l'équivalent de 11% des matières premières exportées dans le monde. 11% des matières premières exportées dans le monde représenteraient normalement autour de 7 à 8%, entre 6 et 8% du PIB mondial. Mais ces pays-là ne représentent même pas 1% du PIB mondial. Ils sont autour de 0,5% du PIB mondial tel que présenté aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'une bonne partie de ces matières premières exportées, ils n'en touchent pas les revenus. C'est plutôt gardé au niveau du compte des opérations du Trésor français. Et là, c'est 50% officiellement, mais tout le monde sait que réellement, ça tourne autour de entre 70, 65 et 85%. Donc voilà pourquoi ces pays sont pauvres. Voilà les mécanismes du franc CFA qui rigidifient l'accès au crédit, qui empêchent nos pays de commercer avec tous les autres pays dans le monde et qui finalement empêchent nos pays de disposer de leur devise. La conséquence, c'est que nous n'avons ni politique monétaire, ni même de vraie politique, même pas de politique budgétaire. Nous n'avons pas davantage de politique économique et nous nous retrouvons dans nos pays à faire une chose banale, simple, du niveau CAP, qu'on appelle de la comptabilité. C'est tout. Voilà, c'est bien triste, une situation qui dure et perdure et qui devrait être considérée aujourd'hui, d'où le thème de notre émission de ce matin. Alors, vous parliez des échanges, l'incapacité des pays africains à échanger de façon égale avec les autres pays du monde, mais même entre pays africains, c'est compliqué. Dans la zone franc CFA, c'est délimité en deux, zone UEMOA et zone CEMAC, et là c'est à vous, Franklin, ça participe toujours de cette division pour mieux régner, cet asphyxie, ce siphon même dont parlait Dr Yam tout à l'heure. L'autopsie est faite. Il me semble que il y a déjà eu moult débats sur la question. Et après le développement de Dr Timba, est-ce que c'est même utile de revenir sur ce que le franc CFA nous retire? Je crois que c'est évident, c'est clair pour tout le monde que nous représentons la justification de la position de la France dans le concert des grands pays. C'est-à-dire que le jour où la France perd les 14 États d'Afrique, là, elle sort du concert des pays puissants. Il y a eu le rappel historique sur la position de... En fait, lorsque les Américains demandent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on se retrouve à la table du partage, la France a besoin de 14 pays pour justifier sa place là-bas.
sinon elle ne représente rien, puisque le bloc de l'Est sort quand même fort, puisqu'il participe véritablement à faire gagner la guerre ou à faire arrêter la guerre. Donc, il a des arguments à mettre sur la table, ce bloc-là. Le bloc de l'Ouest, il tient l'Amérique à ses positions et personne ne peut les contester. Pour justifier sa position, la France doit ramener quelque chose sur la table. Et lorsque les Américains demandent aux Français d'aller régler, enfin, quand on dit libérons ces gens, en fait, les Américains, derrière l'idée d'aller gratter un peu de terrain, ils veulent fragiliser la France pour augmenter leur part dans le partage mondial. C'est-à-dire qu'on sait qu'en libérant, ça va faire du mal à la France. Voilà pourquoi elle vient dire, ok, bon, d'accord, je vais vous libérer. Il donne un semblant de liberté politique qu'il récupère directement avec l'ostracisme économique et financier. C'est comme ça. On n'en a rien changé du tout. Maintenant, moi, le 3 novembre 2020, on était sur ce plateau et on échangeait déjà sur la question de la blockchain comme outil de libération de l'Afrique. Ce n'était pas encore autant perceptible que cela peut l'être aujourd'hui, mais il est évident que le diagnostic ne se discutait pas beaucoup entre nous sur la question du franc CFA comme étant un boulet pour l'Afrique. Je crois que ce n'est plus là le débat. Les pays africains le savent. Maintenant, la question, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait à partir de là. Une fois qu'on a fait ce constat, il y a plusieurs approches. Soit on se met en chemin pour trouver des solutions alternatives, soit on marche. Moi, vous connaissez ma position là-dessus. Je crois que ça n'a jamais réussi. D'ailleurs, ils nous attendent là-dessus. Ils savent très bien que dès qu'on va aborder la question sous l'aspect purement politico-politicien et qu'on va entamer des petits débats comme ça, ils vont très vite nous taire. Ils ont les moyens d'influencer pour qu'on fasse que ce plateau ne se tienne pas demain. Ils peuvent le faire, ils ont les outils pour le faire. Donc, il faut envisager la question autrement et utiliser les outils nouveaux. Et je crois que c'est en cela que la thématique d'aujourd'hui et la démarche de la Centrafrique est une réponse pour nous qui, depuis quelques années déjà, nous battons pour que le franc CFA soit de l'histoire ancienne. Voilà, nous sommes donc dans la recherche de ces solutions pour sortir définitivement de ce qui est un peu plus qu'une calamité, selon le docteur Yam Timba. Allez, que vous soyez au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo, au Cameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Tchad, vous également, vous subissez les marasmes et le diktat de la France via le franc CFA. À vous, parfait patient Ndom, on va demander, c'est toute honte but en fait, que la France assume spolier littéralement ces 14 pays. Et ça ne lui fait aucun mal en fait. Ça doit. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le monde, il est fait comme ça. C'est un grand garçon. Le monde, il est fait comme ça. Quand on dit, moi, mes enfants me disent, papa, pourquoi tu aimes regarder les documentaires animaliers, des choses comme ça là. Je leur dis, en réalité, si vous observez très bien comment fonctionne la nature, vous ne serez pas étonné comment fonctionnent les hommes, les super et les puissances. Ils ont beaucoup de choses qui copient la nature et ne font que l'appliquer chez nous. Et c'est là où il y a une différence. C'est-à-dire, j'oublie que l'homme, certes, est un animal, mais c'est un animal qui est doté d'une conscience, d'une intelligence. Alors pour eux, il faut qu'ils ramènent le monde au monde animal de manière brute première, sans cette bonification que Dieu nous a donnée, qui est la capacité de pouvoir faire le discernement entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Parce que quand vous regardez les rapports humains sur le plan international, vous vous rendez compte que c'est toujours les gros bras qui essaient de faire régner l'ordre dans le monde. D'ailleurs, l'un des pays qu'on appelait l'hyperpuissance mondiale, que sont les États-Unis, à un moment donné, on l'appelait le gendarme du monde. C'est tout dit. C'est-à-dire que je viens chez vous, je vous dis, oh monsieur, qui vous a dit de demain avec madame aujourd'hui? Allez, couchez-vous aussi. Servez un coup de fouet devant vos enfants et votre épouse. C'est ça qu'il s'agit, c'est comme ça que ce monde-là marche. Donc, chacun dans sa sphère doit muscler le jeu pour que quand quelqu'un arrive avec le faux, tu dis, monsieur, si tu rentres là dans ma barrière, tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ce que la Russie essaie d'expliquer, de faire au vu de tous. Donc, pour la France, ils ne se gênent pas. Comment voulez-vous que les descendants des gens qui vous ont vendus comme des chèvres et des moutons, pendant pratiquement 5 siècles, soient gênés d'avoir une relation aussi barbare, sauvage vis-à-vis de vous? Pourquoi?
ils trouvent que c'est normal. Parce que leur culture est baignée par l'éclairage des philosophes, des penseurs de haut niveau, qui ont toujours soutenu le fait que l'homme noir et eux, ce n'était pas la même chose. Que l'homme noir était beaucoup plus proche de l'animal, de la bête, qu'autre chose. Tous les gros penseurs et philosophes, à un moment donné, sont tombés dans ce piège. Occidentaux, je veux dire. Donc, c'est ça leur culture. C'est ça leur ADN. Comment voulez-vous qu'ils changent? Ils ne vont pas changer. C'est même pas un piège. C'est une construction scientifique. Évidemment, c'est pour ça que j'ai parlé des philosophes et des penseurs qui ont entretenu, de par leur pensée, cette réalité-là. Il faut lire tout le monde, même les plus soupçonnés. À un moment donné, ils tombent tout le temps dans ce travail. Victor Hugo, Hegel, tout le monde. C'est pas des modèles. Vous voyez, non, je parle au niveau de comment ils ont réussi à formater l'esprit de ce genre-là. Et ils ont vu que dans les faits, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'ils nous ont fait subir pratiquement 5 siècles d'esclavage. Il parle de 4, moi je dis 5. Je veux qu'on ouvre un débat là, on verra plus tard. Un siècle de colonisation. Au Congo, chez nous là à côté, il fallait couper les mains, venir avec les 100 banjok de main, des gens qui n'avaient pas produit le tonnage des VIA qu'on leur avait demandé. Avec tout ce que cela peut comporter. En Namibie, on a vu en réalité le premier vrai génocide s'est passé en Namibie et non le génocide qui est présenté comme le premier. Donc, je ne parle pas des guerres coloniales qui ont été organisées sur notre sol. Donc voilà la réalité. Mais moi je pense aujourd'hui que je suis d'accord avec Franquet pour dire que cette question-là, on a déjà assez brodé là-dessus. Il est temps qu'on essaie un peu de broder sur peut-être des perspectives, parce que vous savez, dans la lutte, j'appelle tout le temps sur le plateau l'unité politique de notre continent, mais la question n'est pas d'être fort ou bien de muscler son jeu. La question dans cette bataille-là, c'est aussi de voir la capacité que vous avez à pouvoir anticiper sur ce qui paraît comme, j'allais dire, le hasard. Donc pour cela, il faut être intelligent. Il faut ruser. Il faut faire preuve de ruse, de jeu de corps comme on le faisait quand on était jeune footballeur, pour contourner l'adversaire et pouvoir continuer d'avancer. Est-ce que la proposition des crypto-monnaies avec la décision de la République centrafricaine peut nous permettre de faire ce jeu de corps et de nous permettre d'avancer en contournant l'obstacle? C'est pour ça que j'étais un peu assoiffé d'écouter l'expert qu'est Franklin et avec Yami Tiba sur ces questions économiques pour qu'on puisse nous aussi apporter notre petit pierre à ce débat qui est très important aujourd'hui. Parce qu'avec le franc CFA, comme Yamla s'est si bien dit, ça siphonne complètement tout ce qui est comme bénéfice que produisent nos économies. Ça les siphonne totalement. Quel est cet espace économique où on dit que les sociétés sont libres de rapatrier leurs bénéfices totalement, sans la moindre petite contrainte? Vous avez vu ça? Même les footballeurs que nos jeunes célèbres là, ils oublient parce qu'ils n'ont pas le sens de l'histoire et qu'on ne dit pas la vérité. Vous avez connu l'affaire Zico en Italie, non? Il gagne bien son argent, il joue au football, et un jour, il pense qu'il peut transférer son argent comme ça au Brésil librement. Regardez, mais ce n'est pas comme ça. Tu dois investir une grosse part ici, si ce n'est pas ça, c'est la casse-prison. Zico a été obligé d'abandonner le championnat italien, hein, parce que la justice avait lancé des trucs contre lui. Le grand Zico, ça peut-être qu'ils ne savent pas, non, mais il faut, bon, ils ont des téléphones Android, ils peuvent savoir. Donc c'est tout vous dire. Et c'est pour ça que même nos jeunes là qui jouent chez eux là, vous voyez que ce soit NBA, dans le football, ils vont gagner des milliards. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'y a qu'une infime partie de cet argent-là gagné la sueur de leur front qui pourront venir investir chez nous. Parce que les mécanismes sont là-bas. D'abord des mécanismes sur le plan qui lobotomisent un peu leur cerveau, qu'il faut que tu es obligé de laisser là-bas la majeure partie de ce que tu gagnes. Donc comment un pays qui veut s'affranchir de la dépendance de l'économie française comme la Centrafrique, surtout qu'elle a choisi un nouveau partenaire qui lui n'est pas dans le jeu de cette affaire-là depuis trop longtemps, peut-il utiliser la ruse ou bien une tactique pour contourner l'obstacle franc CFA et pouvoir maintenant bien planter un univers économique dans son pays qui lui permet de tirer, n'est-ce pas, tout l'ensemble des pays vers le haut. Je crois que c'est la problématique d'un pays comme la Centrafrique aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé qu'en dehors de franc CFA, ils vont aussi adopter les crypto-monnaies comme des monnaies qui ont un caractère légal sur leur sol. Et là, le gendarme
que la Banque de France et le Trésor français mis en place, et la COBAC et votre BEAC a réagi en un quart de tour. Vous voyez comment les chiens, les bulldogs, ils sont toujours là. Hein? Ils sont toujours prêts. C'est-à-dire, à la moindre petite incartade, ils se ruent pour vous rappeler à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre est d'une brutalité telle que on a eu l'impression que un projet qui est passé par le Parlement centrafricain est remis en cause par une institution, bien que c'est qu'encadre les échanges monétaires et la politique monétaire dans notre sous-région, ça pose un problème. Je vous rappelle que chez eux, chaque fois qu'un projet, n'importe lequel, comme par exemple l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, le simple fait qu'il soit passé par le Parlement finlandais, pour eux, il n'y a plus de débat. Mais le Parlement centrafricain a statué sur la question des crypto-monnaies et on entend des vertes et des pas mûres. Donc, voilà là où nous sommes. J'ai l'habitude de vous dire sur ce plateau que nous ne sommes qu'au début. Au début du grand jeu. Le grand jeu ne fait que commencer. Donc, je suis encore tout oui pour écouter ces deux experts qui nous expliquent à peu près comment on peut faire pour que le jeu de corps soit efficace, pour qu'on contourne l'adversaire et pouvoir avancer. Est-ce qu'avec la crypto-monnaie, c'est possible? C'est ce que je suis venu écouter ce matin sur votre plateau, cher ami. Et vous serez servi. Vous également à la maison, vous faites bien de nous regarder. Restez avec nous, on parlera justement du comment sortir définitivement du franc CFA et si, oui ou non, Franklin nous le dira, la crypto-monnaie est une solution viable. Mais avant, et ça c'est pour clore le premier tour de parole, franc des colonies françaises d'Afrique, aujourd'hui franc de la communauté financière d'Afrique, jeu de mots, mais dans le fait, c'est resté du vol tout simplement. Oui, mon frère Rim, vous savez, nous avons débattu sur cette problématique du franc CFA depuis belle lurette. La seule chose à laquelle nous sommes mis d'accord, c'est que nous ne voulons plus débattre sur le franc CFA. Nous attendons que le chef d'État africain puisse décider d'abolir cette zone. Point barre. C'est là, c'est le débat. C'est là où il y a le débat. Il y a malheureusement encore des pro-franc CFA. Ne t'inquiète pas, mon frère. Le problème, c'est que on vous dit que monnaie des colonies françaises d'Afrique. Voyez-vous? Le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc, c'est une monnaie coloniale. Mais vous savez que quand Idriss Déby, le maréchal, avant de mourir, il aurait déclaré que... Non, il a déclaré pas, il aurait, puisque j'ai la vidéo, il a déclaré que le franc CFA était une monnaie africaine. Nous allons nous approprier de cette monnaie. Mais mon ami, le Parlement français l'a remis en question rapidement. Il dit que non, c'est notre monnaie, c'est pas votre monnaie. C'est une aberration que les Africains pensent qu'ils peuvent s'approprier de cette monnaie. C'est pas notre monnaie. Une monnaie qui est fabriquée à Chamalières, dans un village gaulois, tenu par les Gaulois, qui décide du quota de ce que vous avez besoin pour votre économie. Mais attends, est-ce que le chef d'État, comme par exemple celui de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce sont des hommes qui réfléchissent quand ils disent que non, le franc CFA c'est une bonne monnaie pour notre économie, ça stabilise nos économies? Moi je me pose la question de savoir si ces gens-là ont encore le cerveau ou bien ils ont les héroïnes à la place du cerveau. C'est pas sérieux. Il faut dire que c'est un crime. C'est du nazisme économique que la France a subi de l'Allemagne hitlérienne, que la France est en train de faire subir à l'Afrique depuis plus de 70 ans aujourd'hui. On ne peut plus rester là-dessus. Hier, là, j'ai parlé de la thématique avec un de mes frères qui est en Suisse. Il dit que non, demain, il m'a demandé, qu'est-ce que vous allez débattre demain? Il dit qu'on va parler de la France. Il était en train de rire. Il me dit, regarde, je suis allé en banque. J'arrive en banque en Suisse, à Genève. J'arrive en banque, je vois toutes les devises là. Je demande où est le franc CFA. Pourquoi vous n'affichez pas le franc CFA? La personne qui était assise là était mal à l'aise, n'a pas voulu répondre à l'appel, donc son directeur, donc son supérieur hiérarchique. La personne vient, lui demande, monsieur, mais que voulez-vous? Il dit que non, je voulais savoir pourquoi vous n'affichez pas le franc CFA. Alors que c'est censé être la monnaie consommée par plusieurs pays. Mais pourquoi vous ne l'affichez pas? Le directeur lui dit, mais c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Tout simplement écrit. Oui. Dit que mais le franc CFA, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. Comment est-ce que dans vos pays, dans vos grands pays là, vous n'avez pas les intellectuels pour vous dire que c'est pas une monnaie? Il dit que les gars étaient surpris.
Est-ce qu'aujourd'hui, là, on doit expliquer aux Africains que le franc CFA, ce n'est pas une monnaie? Quelque chose qui n'est pas une monnaie. Comment est-ce que ça peut être le régulateur de notre économie? Si ce n'est que détruire nos économies. Mais si on est les pays francophones, les pays de l'Afrique francophone, regardez les routes, l'état des routes, les hôpitaux, les infrastructures. Parce qu'il faut ramener la politique à la réalité. Regardez la vie économique, la situation que les Africains, dans les pays francophones, vivent au quotidien. Mais ça ne vous interroge pas? Est-ce qu'on doit parler encore du franc CFA? Non, on doit abolir. Mais Agboou vous a démontré qu'on peut changer cette monnaie en 3 jours. Le premier jour, le Parlement décide de changer la monnaie. Le deuxième jour, le président signe le décret. Le troisième jour, vous émettez votre argent. D'accord. En 3 étapes. C'est très intéressant et c'est justement sur ce qu'on va migrer vers la phase pratique de cette thématique. Oui, d'accord, on n'est pas dans l'émotion mais dans un ressenti macéré par cette injustice et qui aujourd'hui est à son paroxysme. Mais il faut savoir se dépassionner et mettre la raison en avant pour savoir exactement comment sortir du franc CFA. On n'est plus dans le pourquoi, il faut en sortir, d'accord? Mais docteur Yam, comment sortir du franc CFA sans mourir? Parce que il y a vous êtes tenu en oxygène pendant le franc CFA depuis tant d'années. Comment en sortir aujourd'hui sans mourir? Non, il y a 2 ou 3 manières simples de pouvoir en sortir. Vraiment simple. Hein. Et quand je dis simple, c'est pas pour faire du simplisme, vraiment simple. Il y en a au moins une qui est en cours là. Donc on va y arriver. La première chose, c'est de bien comprendre ce que c'est qu'une monnaie. Une monnaie, c'est pour mesurer, c'est pour échanger et c'est pour réserver de la valeur. Voilà les 3 fonctions premières de la monnaie. Après, et puis il y a de nouvelles fonctions par rapport à la balance des paiements, à la politique monétaire, mais politique budgétaire, mais ça on peut voir ça plus tard. Il y a, je disais 3 façons. Dans le cadre des accords sur le franc CFA, il est dit, vous voulez sortir du franc CFA, vous écrivez au président du Congo, parce que c'est à Brazzaville dont vous êtes au président de la République du Congo pour lui signifier que vous êtes sorti, point, terminé. À vous de décider si vous voulez qu'on vous restitue vos réserves de change, ou à la limite vous qui logent dans les comptes d'opération. Oui, à la limite vous décidez de passer. Mais comment on va y arriver sans avoir fait un audit depuis les indépendances? Sur le principe, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs, quand vous déposez de l'argent dans un compte bloqué en banque, le montant double systématiquement tous les 7 ans. Oui. Tous les 7 ans. Vous bloquez de l'argent, tous les 7 ans, le montant double automatiquement. C'est le système des intérêts composés. Donc ça double. Ce qui veut dire que, et on appelle les intérêts composés la 8e merveille du monde. Parce que c'est extrêmement intéressant. Et donc, si nous prenons de 1960 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? 62 ans. Vous prenez le nombre de fois 7 ans qu'il y a, 62. Et puis vous allez voir. Parce qu'au fond, les pays qui utilisent le franc CFA n'ont sollicité la France parce que supposément, le compte des opérations était vide. Donc, on n'avait plus de couverture d'exportation, de couverture d'importation qu'en 1993. Et ça a valu une dévaluation. Ce qui veut dire que le reste du temps, ce compte a toujours été alimenté. Et on vous dira par exemple en 2021 qu'il aurait rapporté 12,2 milliards, mais il y avait d'abord combien dedans? Et puis il est rémunéré à 0,75%. Pourquoi est-ce que je vais aller placer mon argent pour avoir 0,75% alors que j'aurais placé ça sur les marchés, que j'aurais eu au moins 10%? Pourquoi? Donc, c'est une gestion tellement incompétente au premier abord, mais ça l'est pas. C'est voulu comme ça en réalité. C'est pas de l'incompétence. C'est une criminalité comme ça. C'est de la criminalité financière, tout simplement. En fait, vous pouvez sortir du franc CFA. Première chose, vous écrivez au président du Congo, vous êtes sorti. Vous pouvez demander qu'on vous restitue vos devises. Là, les problèmes commencent. Aussi simple que ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui est prévu dans les accords. Oui. Et
quand vous prenez la constitution de la plupart des pays, ces pays n'ont pas aliéné la création d'une monnaie. Quand vous prenez la constitution du Cameroun, il est dit que la création de la monnaie relève de l'État. Donc l'État du Cameroun peut battre monnaie. Voilà. Et je crois que tous les autres pays, c'est comme ça. Deuxième chose, vous pouvez décider que si vous sortez aujourd'hui tout seul du franc CFA, on peut vous faire le coup de la Guinée en 58. Qu'on va même coupler au coup qu'on a fait à la Banque d'Angleterre en 92. Et c'est toujours les cousins qui ont fait ça. Et c'est les Américains qui font ça à leurs propres cousins. George Soros font ça à leurs propres cousins. Et la Banque d'Angleterre a râlé, a vraiment eu des problèmes en 92. Donc vous vous dites, ces gars, ils vont coupler les deux. Et ils peuvent même y ajouter des attaques au niveau économique, une guerre économique terrible et peut-être même une guerre physique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas y aller tout seul. Je vais voir si nous pouvons y aller ensemble. Donc, c'est toute la CEMAC qui décide, en fait, d'envoyer cette lettre-là. Signée également par le président du Congo lui-même, qui va s'écrire pour dire que, bon, l'affaire là, c'est bon, on sort de là. Terminé. On peut même dire à la France, bon, les réserves là, Prends toi. Parce que je vous rappelle, je vous ai dit, ces pays ont exporté près de 10% des matières premières dans le monde. Et cela représente autour de 6% du PIB mondial. 6% du PIB mondial, c'est à peu près la moitié du PIB des États-Unis. C'est ça le niveau de richesse de nos pays. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est à peu près la moitié du PIB des États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit l'Afrique, c'est 3%, 3,4% de toute l'Afrique, hein, du PIB mondial. C'est à peu près, c'est pas très loin c'est à peu près un quart du PIB des États-Unis. Donc, vous voyez que si ces gens-là, on décide donc de créer notre propre monnaie dans la CEMAC, ou mieux encore, les 14 pays, et qu'on décide de nous payer nos matières premières dans notre monnaie, elle va se stabiliser, se renforcer, et ce sera l'une des monnaies les plus stables et les plus fortes du monde. Parce que si vous nous payez dans notre monnaie, vous êtes obligé de l'acheter. Il y a une autre manière de sortir de là, c'est ce que la Centrafrique essaie de faire, ou est en train de faire, n'essaie pas, est en train de faire. Vous décidez que faire une monnaie tout seul ou faire une monnaie en groupe, on risque d'avoir un arrimage à une monnaie ou d'avoir une parité fixée sur la base d'un panier de devises internationales, des choses comme ça. Ça vous crée des conventions financières avec d'autres pays et ça vous crée ça crée des considérations diplomatiques extrêmement importantes. Parce que à partir du moment où vous sollicitez un arrimage, ce qui est une très mauvaise solution, ou tout au moins une parité, en tout cas un taux de change flottant, mais sur la base d'un panier de devises, vous êtes obligé d'avoir des accords avec les pays qui sont propriétaires de ces devises-là. Et donc, du coup, après, ça devient aussi des questions d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez décider, en étant quand même ensemble, vous pouvez faire une monnaie et protéger votre marché intérieur avec une monnaie binaire. Donc, l'euro là, le franc CFA là, c'est la monnaie binaire de l'euro. Hein. Il ne faut pas l'oublier, c'est la monnaie binaire de l'euro. Ça veut dire que en 99, ce que la France fait, c'est qu'elle appelle au secours les cousins. Elle leur dit, papa, on ne va pas laisser cette affaire. Moi, c'est là-bas. Donc, mettons-nous ensemble, on en fait la monnaie. Maintenant, comme il n'y a plus le franc français, on en fait la monnaie binaire de l'Europe. Voilà pourquoi Takuba est au Mali. C'est pour ça que Takuba est au Mali. C'est pour ça que l'Allemagne dit, moi, je suis prêt à envoyer 1000 soldats supplémentaires au Mali, dans le cas de la MINUSMA. Voilà pourquoi la MINUSCA a toujours été commandée la plupart du temps, ou tout au moins encadrée par des officiers français. Parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de choses qui nous surprennent là-bas. Donc, vous décidez de le faire de cette façon-là. Ou alors, faites comme la Centrafrique fait maintenant. Vous dites, bon, on va choisir quelque chose qui n'est contrôlé par personne. Parce que le principe de la banque centrale, ou tout au moins de la finance classique, c'est qu'il y a un certain centralisme de la décision qui appartient donc à la banque centrale. Or, grâce à la technologie blockchain apparue au début des années 2000, nous avons un système décentralisé qui se base sur la confiance entre pairs. Donc, il n'y a pas une autorité supérieure qui vient réguler toutes ces choses et qui peut décider, comme l'a fait la BEAC, de dire on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. C'est nous qui vous donnons un agrément. Si vous ne respectez pas, on vous retire l'agrément et on vous sort de l'activité.
dans le cadre des crypto-monnaies et de la technologie blockchain, vous n'êtes pas là pour donner des ordres aux gens. Et donc, vous décidez d'utiliser une monnaie qui peut être une crypto-monnaie. Mais ça a un impact extrêmement fort qu'on ne voit pas encore. Parce que la crypto-monnaie vient rebattre les cartes, vient poser la question fondamentale pour tous les économistes et pour tous les politiques, qui est de savoir à quoi sert finalement une banque centrale aujourd'hui. Le nouveau paradigme technologique qui s'est installé fait que la banque centrale ne peut plus être la même banque centrale que celle qu'on a connue hier. C'est quelque chose d'autre. Parce qu'à partir du moment où on a notre crypto-monnaie, mais nous pouvons même créer notre plateforme pour ne pas dépendre d'autres plateformes, mais être en relation avec ces plateformes. C'est ce que la Centrafrique est en train de faire. Mais l'apport de ce qui est en train d'être fait, c'est que les marchandises exportées, les revenus de nos exportations ne sont plus contrôlés par la banque le compte des opérations du Trésor français, parce qu'il n'est pas outillé pour recevoir des bitcoins ou des crypto-monnaies, et il n'y a rien qui prévoit dans nos accords de coopération qu'on envoie des crypto-monnaies là-bas. La conséquence, c'est que désormais, nous demandons simplement à tous nos clients de nous payer en crypto-monnaie, et nous disposons donc de la totalité de nos trésoreries. Dans le cas de la Centrafrique, le président a promis un investissement de 42 milliards de dollars au cours du mandat actuel. Il va les prendre aussi, la France lui prend 85% de ses revenus d'exportation. Il ne peut pas. Donc, en prenant les crypto-monnaies, il n'a pas dit que les gens vont aller acheter le piment et les légumes avec du crypto. J'arrive. Il n'a pas dit que les gens vont aller acheter le piment et les légumes avec le bitcoin. C'est pas ce qu'il dit dans le cadre de la loi. Il dit simplement que le bitcoin a un coût légal. Et il n'a pas dit que c'est la monnaie officielle, puisque le franc CFA reste la monnaie officielle. Pour le moins, il est prudent. La stratégie de l'escalade. Donc, c'est l'État qui va irriguer le champ économique avec des bitcoins reçus des exportations via la commande publique. Nous décidons que cette chaîne de télévision, nous lui commandons telle chose et nous la payons en bitcoin. Mais elle a besoin de ses micros, des caméras et tout le reste, donc de matériel. Elle peut donc acheter ses équipements à l'extérieur comme elle veut. En bitcoin, c'est moins cher, beaucoup moins cher, plus rapide. Rapidité des transactions, commodité des transactions, traçabilité dont l'État ne perd pas en matière d'impôts puisque c'est traçable. Et donc, les entreprises auront des bitcoins. Si la BA n'était pas précipitée à interdire la conversion des bitcoins, des bitcoins ou des crypto-monnaies en francs CFA, on pourrait même payer les salaires en francs CFA et après en bitcoin. Et puis vous allez convertir tout ça là-bas et toucher en francs CFA. Et pour aller acheter le piment, peut-être que la vendeuse de piment, elle n'utilise pas encore le bitcoin. Mais attention, elle peut le faire. Pas la vendeuse de piment, elle peut le faire. Du terme, hein. Elle peut même le faire. Et cette crypto-monnaie on peut même décider de garder le franc CFA comme monnaie officielle. Mais on crée une monnaie. Le problème, c'est que comme le franc CFA elle-même n'est qu'une monnaie binaire, c'est pas un problème. Donc la Centrafrique peut même créer une monnaie et créer à l'intérieur une crypto-monnaie qui devient la monnaie binaire et c'est elle qui est utilisée à l'intérieur. Mais dans le cas d'aujourd'hui, restons sur la loi qui, elle est là, elle est un fait. La Centrafrique peut, grâce à sa plateforme qu'elle est en train de développer, faire que vous achetez le piment avec ça. Puisque de toutes les façons, tout le monde va passer sur cette plateforme. L'État va dire, sur la base de la plateforme, je paye les entreprises et les gros opérateurs en bitcoin. Et ces opérateurs disent, bon, parce qu'après, ça va permettre de trouver le prix du piment en bitcoin. Hein. On va dire, ça coûte tant. Et vous allez payer votre piment en bitcoin. Il suffit que l'État mette en place des moyens. Les gens vont vous raconter que, ouais, mais il n'y a pas de connexion Internet, il y a machin. Les crypto-monnaies utilisent la 2G. La 2G, c'est la technologie Internet qui existait il y a 20 ans. Donc, ce n'est pas un problème. C'est un faux débat. Et en plus, aujourd'hui, en 2022, vous avez de larges pans de pays, même comme le Cameroun, des villages où la Côte d'Ivoire et des villages où on n'utilise pas le franc CFA. En fait, on ne connaît pas la monnaie. Le franc CFA n'est pas connu, n'est pas utilisé dans les échanges. Quand vous êtes dans la plupart de nos villages, les gens passent un mois, ils ne voient pas ça. Parce que l'économie, attention, l'économie, c'est fondé sur ce à quoi les gens font confiance. Ce n'est pas fondé sur ce qu'on leur impose. Donc, la Centrafrique peut organiser son économie pour que le bitcoin devienne même la monnaie de transaction de tous les jours. Mais pour le moment, la loi dit
les transferts peuvent se faire en Bitcoin. Mais quand on dit que les transferts peuvent se faire en Bitcoin, ça veut dire que ça va de la diaspora, par exemple, ou de particuliers hors de la Centrafrique vers des particuliers. Ces gens-là doivent quand même utiliser des Bitcoins. Ça veut dire quoi? Le président a mis, en fait, la loi a mis en place la possibilité que les gens utilisent le Bitcoin au quotidien dans leurs activités. C'est sécurisé, c'est traçable, c'est fiable, il y a une commodité de gestion qui est absolue. Et la sécurité est, jusqu'aujourd'hui, je parle sous son contrôle, peut-être que hier dans la nuit il y a eu ce genre de brèche, mais jusqu'aujourd'hui c'est réputé incassable. Donc vous ne pouvez pas violer la blockchain, jusqu'aujourd'hui. Donc du coup, on est dans une situation où en fait la Centrafrique règle deux problèmes en un seul mouvement. La tutelle monétaire de la France, dont elle s'affranchit, et puis la capacité de disposer de la totalité de ses revenus d'exportation et de pouvoir donc maintenant investir librement en Centrafrique. Parce que, je chute par là, parce que en fait, le problème auquel la Centrafrique est confrontée, c'est que bientôt, elle va commencer l'exploitation de son gaz et de son pétrole. Vous avez vu comment elle a réorganisé son système minier, le code minier. Et là, on va relancer l'exploitation de l'or, du diamant. Le bois, on a interdit l'exportation des grumes. Il va falloir faire une première transformation. Donc, il n'y a plus de valeur ajoutée. Dans le cadre actuel du franc CFA, si la Centrafrique lance tout ça, elle enrichit la France. Elle n'obtient rien. Du coup, pourquoi est-ce que les Centrafricains doivent travailler pour enrichir les Français davantage? Le président décide donc de disposer de sa trésorerie, de pouvoir investir. Parce que dans le monde aujourd'hui, vous avez pour acheter tout ce que vous voulez, pour acheter votre avion en Bitcoin, pour acheter votre équipement, machine-outil en Bitcoin. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez avec vos Bitcoins. Et c'est une réserve de valeur. Le président va seulement dire, prenez temps. On veut déjà une usine de raffinage d'or. C'est vous qui vendez l'usine. Nous, on vous paye en Bitcoin. Et les gars viennent, ils installent l'usine. Ça échappe totalement à la BEAC. Ça échappe totalement au compte des opérations du Trésor de France. Et même les opérations des entreprises qui vont acheter les équipements en Bitcoin échappent totalement au système BEAC. Voilà la raison pour laquelle vous les voyez crier là. Au lieu d'applaudir la Centrafrique qui fait un pas en avant, ils sont là, ils crient, le FMI a appelé en renfort. Qui vous a dit que la Centrafrique aura encore besoin du FMI, puisqu'il sort de votre système traditionnel? Voilà, on rappelle justement que le FMI et la BUD font partie de ces organismes qui ont toujours vu leur naissance à la conférence, au fameux accord de Bretton Woods. Alors peut-être en quelques minutes, je sais que Franklin transpire de prendre la parole, je vous la donnerai tout à l'heure, mais on sait quand même qu'à cette conférence, il y a une idée qui était développé par l'anglais John Maynard Keynes, lui-même qui l'a tiré de Hans Friedrich Schumacher, ce qu'ils ont appelé le Bancor, qui était censé être cette monnaie internationale qui n'était pas attachée à un État et qui pouvait pacifier les relations sans forcément déséquilibrer. Est-ce que la crypto-monnaie aujourd'hui est une sorte de résurrection de cette monnaie-là? Ça n'a pas été adopté, hein, c'est le dollar qui a été adopté à la fin. Je me souviens bien de l'événement. Non, en fait, disons que si vous rentrez dans la théorie... Est-ce que c'est dans l'idée, la crypto-monnaie aujourd'hui est dans l'idée de cette première... Ce qu'il y a, c'est que ça relève, tout cela veut se départir des banques centrales. Mais ce n'était pas la même idée, à peu près, les mêmes perspectives. Okay. Keynes, la théorie keynésienne est une théorie qui se subsume ou qui s'anoblit dans un gouvernement mondial. Et l'idée d'avoir un gouvernement mondial s'accompagne de l'idée d'avoir une monnaie mondiale. Donc à l'époque, ce qu'ils défendaient, Keynes, dans le cadre des débats, et il y avait cette opposition entre lui et Milton Friedman, c'était l'idée que il faut une monnaie qui ne dépende pas des banques centrales, parce que en fait tout le monde sait que la Deuxième Guerre mondiale a été encouragée par l'inflation allemande. Et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une monnaie mondiale qui ferait donc une régulation du reste de l'humanité tout entière en matière monétaire, et qu'il n'y aurait donc pas ces conflits entre les différentes banques centrales. Voilà l'idée qu'il défendait à l'époque, qui n'a rien à voir vraiment avec les crypto-monnaies, parce que la philosophie de la crypto-monnaie, c'est au regard de la crise des subprimes, c'est de s'échapper de la tutelle des banques centrales, d'une autorité centrale, et de pouvoir ramener la question monétaire et les transactions entre pairs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité supérieure, il y a une plateforme sur laquelle il y a ces transactions-là, et ces transactions donnent à chacun un stock d'actifs qui sont le produit
de ce sur quoi on transige. Et il n'y a pas une autorité qui surveille, qui prélève, parce que voilà l'une des questions fondamentales, il n'y a pas quelqu'un qui prélève. C'est pour ça que les coûts sur la blockchain sont très bas et sont vraiment uniquement des éléments, des frais d'entretien de ce réseau, de ces plateformes-là. Et troisièmement, ça permet d'échapper aux décisions politiques qui sont très souvent des décisions peu motivées par la réelle connaissance de ces questions, de la question sur laquelle on statue. Donc c'était très différent, mais l'idée centrale là-dedans, c'est d'échapper au centralisme des banques centrales. Voilà. Et je pense que dorénavant, on est calé. Patient parfait, vous nous suivez? C'est bon? Ça va jusqu'ici? J'écoute encore les experts. D'accord, c'est bien. Justement, on a dit que vous en prendrez de la graine ce matin. Le sujet intéresse l'Afrique qui a besoin justement pour sa liberté, sa quête de liberté politique, d'être libre économiquement parlant. Alors, Franklin, je vais satisfaire votre satiété de votre désir de prendre la parole sur les crypto-monnaies. C'est un domaine vers lequel vous vous épanouissez dorénavant. Alors, crypto-monnaie fiable et donc, partant, salut pour l'Afrique? Je dois dire que je souris en coin de participer aujourd'hui à cette réflexion globale. Je vous voyais sourire, vous aurez anobli. Il y a 2 ans, ça ne tenait qu'à vous, vous aurez anobli, sur le même plateau, j'apprécie, et c'est ça la science. L'Afrique a beaucoup d'intellectuels, très peu d'intellectuels. La sagacité avec laquelle le docteur Yam explique ça aujourd'hui tranche avec le regard plutôt lointain qu'il avait sur la question il y a 2 ans. Et ça montre très bien que les intellectuels, parce qu'un jour pendant un séminaire au JICAM, quelqu'un m'a demandé c'est quoi un intellectuel. Je lui ai repris simplement la définition de Basek Bakubio. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui a raison 50 ans après. Le problème que nous avons globalement en Afrique francophone, c'est que les intellectuels que nous avons à la place des intellectuels veulent avoir raison tout de suite. Ils sont des commentateurs des faits divers plutôt que des gens qui réfléchissent de façon prospective pour anticiper les problèmes que l'on peut avoir. Ce que la Centrafrique vient de faire est quelque chose d'unique, de sui generis et de révolutionnaire. Pour que l'on comprenne très bien ce qui se passe, je crois qu'il faut commencer par quelques petites considérations périphériques. Lorsque vous décidez d'acheter une voiture et que vous envoyez 5 millions ou 10 millions à votre frère en Belgique, pour qu'on lui donne ça en euros, il faut qu'on vérifie sur le compte d'opération de votre pays si vous avez assez de devises pour qu'on puisse lui donner l'équivalent de cet argent-là en euros. Il faut contrôler ça. Lorsque votre pays vend des matières premières, 50% automatiquement sont retenus et puis plus les taxes qui vont avec, ça peut monter jusqu'à 80%, on retient ça en France. Le bitcoin et les crypto-monnaies en général vont permettre que lorsque la Centrafrique va vendre l'or, le cobalt, le pétrole ou n'importe quoi, ils peuvent exiger la monnaie dans laquelle ils veulent être payés. Et ils décident que nous on a choisi le bitcoin. Donc on va payer la totalité de l'argent qu'on doit à la Centrafrique en bitcoin et l'État centrafricain aura ça à disposition. C'est ce que Dr Timba a déjà expliqué. La Centrafrique aura tout ça à disposition. Cela va permettre d'irriguer l'ensemble du champ économique de suffisamment d'argent pour implémenter des projets économiques et de développement qui ne peuvent pas être implémentés aujourd'hui parce qu'il faut dire que le franc CFA agit comme une agence de renseignement aussi. C'est-à-dire que la France, via le franc CFA, a les informations sur tous les projets que les pays veulent passer ou que les individus même veulent passer dans leur pays. C'est-à-dire que quand vous allez à la banque, vous dites j'ai tel projet, les organes français sont là pour décider si on finance ou pas, en fonction de l'intérêt qu'ils ont ou de l'enjeu de développement qu'il y a dans le projet que vous voulez mettre en place. Donc, on a là de ce point de vue quelque chose de terrible. Mais avant même de continuer sur techniquement, il faut revenir à tout ce qui s'est passé après que la Centrafrique ait pris la décision. C'est-à-dire les sorties conjointes de la BEAC via son gouverneur et de la COBAC. Commençons par le gouverneur. Son argument principal était un argument d'ordre juridique. Il a dit que, suivant l'article 6 de la Convention qui lie les États membres, l'unité monétaire des États membres, c'est le franc CFA. Si on fait une analyse juridique simple, d'abord de la lettre, à aucun moment il y a l'idée d'exclusivité dans cet article. À aucun moment on a dit le franc CFA est l'unique
unité monétaire. À aucun moment on a dit le franc CFA est l'unité monétaire exclusive. Et même si on va dans l'analyse téléologique, dans l'analyse de l'esprit de cet article, on ne trouve à aucun moment l'idée qu'aucun autre pays ne pourrait avoir une autre monnaie ou un autre mode de paiement. Donc, d'un point de vue strictement juridique, la Centrafrique n'a commis aucune faute. Il n'y a aucune faute de la Centrafrique d'un point de vue juridique stricto sensu. Et plus loin, la Centrafrique, c'est son Parlement qui a pris la loi. Ça veut dire que ça ne vaut que pour la Centrafrique et non pour les États membres. Or, il se trouve que le gouverneur parle pour la communauté. La Centrafrique n'a pris aucune décision pour la communauté. Elle n'a pas dit, voici désormais la monnaie ayant cours légal dans la communauté monétaire. Non, c'est pour la Centrafrique. Donc, d'un double point de vue juridique, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Maintenant, quel est le problème que rencontre... Ça, c'est l'avocat qui parle. Oui. Il faut le préciser. Il faut le préciser. C'est rarement loin de moi. Non, pour nous qui nous écoutent, on l'a mentionné. Hein, on l'a mentionné. Parce qu'il faut commencer là-bas. Juridiquement, il n'y a aucune faute. Aucune faute n'est commise par l'État centrafricain. Maintenant, quel est le problème des jeunes Africains quand on a fini l'école et qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est le financement. Les crypto-monnaies vont irriguer la Centrafrique de suffisamment d'argent. Parce qu'il faut faire observer que pendant que nous parlons, pendant que le docteur Timba est en train de devenir, moi je suis sur mon compte. Je suis sur mon compte. Je viens de retirer $350 en crypto-monnaie. Je n'ai besoin d'aucun intermédiaire. Je peux transiger avec le monde sans avoir besoin d'un intermédiaire. D'autre part, et il faut le relever parce que c'est particulièrement névralgique lorsqu'on parle de crypto-monnaie, c'est que dans l'environnement cryptographique, quand vous lisez les communications, il parle de fluctuation. Il faut répondre à cela, parce que c'est l'un des arguments qui a été évoqué, la volatilité. C'est très mal connaître cet écosystème, parce que lorsque je fais une plus-value en Bitcoin, je swap, je convertis ça en USDT, qui est une crypto-monnaie stable, qui ne fluctue pas. Donc, je peux recevoir de l'argent en Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui fluctue, et je remets ça dans une autre crypto-monnaie, qui est par exemple l'USDT, qui ne fluctue pas. Ça veut dire que ça peut mettre 10 ans. Ouais, c'est garanti. Ça peut mettre 10 ans là, ça maintient sa valeur, ça ne fluctue pas. Et les fluctuations ne sont pas le fait seul des crypto-monnaies. Dernièrement, Elon Musk a dit qu'il rachetait Twitter. Et puis, une dizaine de jours après, il se questionne sur l'opportunité de faire cet achat. Les cours de Twitter ont baissé de 44%. Ce n'est pas une crypto-monnaie. C'est bien des actions d'entreprises cotées à la bourse. Donc, les fluctuations ne sont pas le seul fait des crypto-monnaies. Il faut bien que les gens intègrent ça dans leur système. Ce que la Centrafrique fait, c'est qu'ils déplacent le problème. Ils ne peuvent pas compter sur le soutien des autres États pour lancer une sorte de fatwa contre le franc CFA qui serait global et qui aurait là un poids politique beaucoup plus important. Alors, ils utilisent la technologie. On dit, on rentre par les crypto-monnaies, ça va nous permettre, il a évoqué ça, par la commande publique, de faire en sorte que ça descende là, que tout le monde ait ça. Et même la vendeuse de tomates va s'en servir. Il y a 10 ans, qui utilisait WhatsApp ou Facebook. Aujourd'hui, même les téléphones de 5000 ont WhatsApp et Facebook. Et si les gens ont pu s'arrimer à cela, ce n'est pas pour l'argent qu'ils ne vont pas vite apprendre. Ils vont très vite apprendre. Je suis sûr qu'au sortir d'ici, les gens vont commencer à se demander, qu'est-ce qu'on fait? Autre chose. La BEAC, la COBAC n'ont pas compris que vous ne pouvez pas interdire quelque chose que vous ne contrôlez pas. C'est-à-dire que la Centrafrique, le président Touadéra est suffisamment malin. Il sait que tout ce que vous dites là, ça ne change rien. Vous ne contrôlez pas ça. Ça ne passe pas entre vos mains. La France ne peut rien dire là-dessus. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire pondre des communiqués tous les jours. Ça n'aura aucune influence. La Chine, il y a 1 an, a décidé d'interdire les mineurs. C'est ceux qui produisent technologiquement les monnaies. Mais la Chine est le 2e pays à avoir les crypto-monnaies au monde. Le 2e pays à posséder les bitcoins, c'est la Chine. Donc vous voyez que ça n'a aucun effet. D'ailleurs,
plus vous interdisez, plus les gens vont chercher. Parce que les Africains, et probablement le président centrafricain, a identifié le besoin de flexibilité, de réactivité, le besoin de liberté que la finance classique n'offre pas. Et que les crypto-monnaies, dont les crypto-monnaies sont habitées. Et en permettant à son pays d'utiliser cette monnaie-là, il contourne tout ce qu'économiquement on a pu identifier comme étant les contraintes qu'impose le franc CFA. Il les contourne toutes, mais alors de façon absolument géniale. Peut-être que la suite me permettra de développer davantage les aspects techniques de la blockchain qui permettent de montrer en quoi est-ce que la Centrafrique devrait aller plus loin. C'est-à-dire que, non pas seulement, après avoir habitué les gens, après avoir fait la pédagogie avec le Bitcoin, la Centrafrique devrait même penser à la création de sa crypto-monnaie. Voilà. Je coupe pas. Mais ils y sont. Ils y sont. En fait, ils sont très subtils. Oui, et c'est tout la technique des petits pas. Oui, et c'est tout l'intérêt d'avoir effectivement là, on parlait d'intellectuels, d'avoir des intellectuels vrais, c'est-à-dire qui pensent, qui peuvent se projeter en prenant des risques, mais tout en évitant un certain nombre de choses. Ils y sont parce qu'ils vont développer d'ailleurs leur propre plateforme. Et cette plateforme, ce qui est en arrière-plan, c'est justement l'idée d'avoir leur propre crypto-monnaie nationale. Parce que en même temps, avoir une crypto-monnaie nationale leur permet d'organiser en interne leur économie. Et c'est très important. Il y a juste un élément de droit que je voulais relever. Je n'ai pas compris, je parle sous le contrôle de l'avocat, légal et officiel, c'est la même chose. Généralement, tout ce qui est officiel est légal. Mais pas forcément l'inverse. Oui. Alors, parce que c'est ça l'un des problèmes de fond. Parce que quand on lit la lettre du gouverneur et le communiqué de leur réunion, la monnaie officielle de la Centrafrique, c'est le franc CFA. Sauf qu'on n'a jamais dit dans la loi que le Bitcoin devenait une autre monnaie officielle. Ils ont dit la monnaie à cours légal. Alors, avoir cours légal, quand on ajoute aux questions d'exclusivité, etc., ça ne heurte en rien les accords de la communauté. Et limiter les opérations des banques aujourd'hui en disant nous interdisons la conversion. C'est la deuxième partie, effectivement. Mais vous êtes en train de remettre en question les agréments que vous avez donnés aux banques. Puisque toutes ces banques ont reçu un agrément universel. C'est une licence universelle. Licence universelle veut dire que tous les produits financiers peuvent être traités par cette banque. Tout à fait. Ce n'est pas dans un communiqué que vous allez remettre en question la totalité des licences que vous avez accordées aux banques. Par conséquent, on a le sentiment que non, la Centrafrique a touché à quelque chose d'important. Si ce n'était pas si important, les gens ne réagiraient pas, croyez-moi. La Centrafrique a touché à quelque chose d'important et la voie qui s'est ouverte est une bonne voie. Il dit qu'il y a 2 ans, j'étais circonspect. Oui, circonspect par rapport en réalité à l'idée que est-ce que ça passerait. Mais après 2 ans, on a vu l'engouement des gens. On a vu, vous savez, les crypto-monnaies se vendent dans les call box au Cameroun, dans des petits kiosques au bord de la route. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a pas suffisamment fait attention à ça, mais les gens sont prêts. Les gens sont prêts à passer à autre chose. Les gens estiment qu'ils peuvent aujourd'hui utiliser, ils ont leur téléphone 24 heures sur 24 sur eux. Et ils sont prêts donc à utiliser ce téléphone autant que cela se fait. Il y a un réseau qui s'appelle TikTok. Ça fait combien de temps que ça existe? Quelques années. Non, au Cameroun, c'est quelque chose qui a été introduit peu ou prou il y a 1 ou 2 ans. C'est ça. Mais vous avez des Camerounais qui ont 1 million d'abonnés là-dessus, en tout cas des centaines de millions d'abonnés là-dessus. Comment ça se fait? Quelle est cette révolution numérique qui se fait en si peu de temps? Les gens peuvent apprendre à utiliser la crypto-monnaie en peu de temps. Et il faut que les gens cessent de vous dire que ce n'est pas possible. L'euro apparaît en 99 jusqu'en 2001. On faisait encore des formations, des sensibilisations sur l'euro en Europe. Parce qu'eux, ils ont tendance à dire que nous, on est arriérés ici. Et eux, c'était très moderne. Mais ça a pris 3 ans pour expliquer aux gens comment ça s'utilise, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, on peut y arriver. On peut y arriver. Et aujourd'hui, le problème de fond, ne l'oubliez pas, le problème de la crypto-monnaie en Centrafrique n'est pas d'abord un problème économique. C'est un problème
politique. Et merci de me Et tendre c'est cette ça perche. que le président règle. D'accord. Merci de me tendre cette perche. Justement, on allait parler de la volonté politique comme effet déclencheur de cette révolution monétaire. Alors, il faut rappeler quand même que le professeur Archange Touadéra a 2 doctorats en mathématiques. Il n'est pas la décision qu'il a prise via le Parlement aujourd'hui d'adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale est un champ dans lequel il surfe depuis belle lurette déjà. Il a d'ailleurs préfacé un ouvrage sur la crypto-monnaie, un ouvrage qui met en lumière Émile Parfait-Sim sur crypto d'enseignant vacataire à crypto millionnaire. Il a préfacé cet ouvrage-là. Donc, quel est le rôle des politiques et de la volonté politique dans le déclenchement, dans l'émulation même de cette révolution pour migrer hors du franc CFA? Patient? Bon, j'ai écouté avec beaucoup de délectation, n'est-ce pas, les 2 experts, si on peut les appeler ainsi, au moins sur ce plateau, concernant la question. On peut. Et c'est bien de les écouter. Bon, parce que ils argumentent bien, ils parlent bien, bon. Et en plus, un avocat, vous savez, ça... Bien sûr. Voilà. C'est châtié. Ouais, ça tombe bien. Hein. Voilà. Si, demain, président, vous pourrez les prendre comme ministre des Finances et de l'Économie, par exemple. Peut-être que c'est eux qui vont me recruter. À l'allure, ils vont s'enrichir avec les crypto-monnaies, l'argent étant donné la guerre, on ne sait jamais. Bon, écoutez... Le rôle des politiques. Oui, évidemment, la question est éminemment politique. La question que veut résoudre la Centrafrique, et c'est pour ça que moi j'appelle l'unité politique de notre continent, je commence par rester sous-régional, c'est comment faire sur ce champ qui est devenu extrêmement mouvant, de pouvoir jouer pour me sortir de cette cage dans laquelle on nous a enfermés depuis longtemps et pour pouvoir de manière libre, autonome, indépendant, souverain, donner sens à l'orientation politique et économique que je veux pour mon pays. Ils ont tout expliqué. Dans le cadre actuel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, avec le franc CFA, avec la Banque centrale de la France et le Trésor français, en fait, les orientations économiques de nos pays doivent être validées pour qu'elles puissent prendre corps. Même le FM et la Banque mondiale, tout le bavardage qu'on nous dit là. Tant que Paris n'a pas décidé que, ok, vous voulez acheter ce téléphone, je suis prêt à mettre l'argent dans votre ligne de crédit pour l'avoir, vous ne l'aurez jamais. Donc, c'est lui qui fixe la possibilité pour vous de décoller économiquement réellement. Or, sur le plan politique, la Centrafrique a décidé de se faire accompagner par un nouvel allié. Et un allié qui est l'ennemi, excusez-moi, le mot ennemi, peut-être les gens, l'adversaire, sur le plan de la géopolitique mondiale, du camp auquel appartient Paris. Donc, comment faire pour que cet allié-là puisse aider de manière efficace et efficiente la Centrafrique dans sa nouvelle marche en avant pour pouvoir se sortir de ces contraintes qui nous ont été imposées depuis nos indépendances. C'est ça l'enjeu central. Et vous allez donc voir maintenant que dans cette situation, est-ce que le pays qui l'accompagne a la même position vis-à-vis de l'utilisation des bitcoins, donc de cette crypto-monnaie, comme veut le faire croire la COBAC? Non. La Russie, on a vu avec la dernière guerre qui se passe là, l'Ukraine et la Russie d'ailleurs, les 2 pays ont justement beaucoup utilisé avec cette nouvelle possibilité-là pour résoudre un certain nombre de problèmes et de problématiques d'échange sur le plan économique. Mais revenons à l'essentiel, à mon sens. Ce qui est important dans cette guerre, dont la Centrafrique, qu'on peut juger petite, le point, c'est l'histoire de la mouche et du lion, si vous voulez, qui dans son petit coin va déclencher ou bien en train de déclencher quelque chose qui dépasse même le cadre de la Centrafrique. C'est la question de qui va continuer à régenter les banques centrales dans le monde. Dans un premier temps, on sait bien qui régentait ces banques centrales. Il faut le dire à nos téléspectateurs, même la Fed, qui est la réserve fédérale américaine, elle est privée, hein? Ça appartient à des mains des privés. Donc en réalité, la gestion des banques centrales dans le monde était pratiquement entre les mains de quelques privés dans le monde. Excepté peut-être la Corée du Nord, je ne sais pas, quelques banques russes, Cuba, je ne sais pas. Mais le gros des autres banques centrales du monde étaient contrôlées entre les mains d'un petit nombre. Banque occidentale. Banque occidentale. En règle, bon, on peut se mettre de côté un peu d'Iran. Mais les autres
était contrôlé par... donc les échanges dans le monde devaient recevoir le quitus, le OK de ce petit nombre-là pour qu'ils puissent prendre compte. C'est pour ça que vous avez M. Bruno Le Maire, quand les sanctions, ils ont décidé des sanctions contre la Russie, ils ont dit, vous allez voir, ça ne va même pas tenir 2 semaines. Poutine ne va pas tenir, ça va s'écrouler. Parce qu'eux, ils sont dans la confiance. Parce que c'est eux qui contrôlent ces banques centrales, qui régulent, n'est-ce pas, les échanges monétaires sur le plan mondial. Évidemment, la Russie va se mettre à genoux. Sans réfléchir à la probabilité, c'est pour ça que je parle de la ruse, de l'agilité, n'est-ce pas, des autres pays qui ont compris bien le jeu et qui ont décidé de faire autrement pour ne pas être bloqués par cette contrainte-là. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il faut que la Centrafrique finance son économie. Qu'elle finance un certain nombre de projets. Tout à l'heure, Yamat Tiba, je crois que c'est lui bien, c'est Franquin, a dit dans son discours programme ce que Touadéra a dit comme niveau d'investissement qu'il va essayer d'opérer au sein de son pays. Donc, pour ça, il faut l'argent. Or, dans le cadre actuel, c'est cette rivalité croissante entre l'Occident et la Russie qui accompagne la Centrafrique, il était de toute façon évident que Touadéra ne recevra jamais ces financements et cet argent. Et c'est assez aberrant parce qu'aujourd'hui, la Centrafrique est considérée comme l'un des pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, en termes de réserves minières, or, diamants et uranium, ils sont extrêmement bien fournis, sans compter les réserves de gaz et de pétrole qu'on vient de découvrir. Mais ça fait partie de ce que je vous ai dit, cette organisation. C'est pour cela que je l'ai dit dernièrement sur votre plateau. La dédollarisation de l'économie mondiale aura des conséquences qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pour cela que pour ces Occidentaux-là, Poutine, c'est le mal ultime. Il faut, de toutes les manières, lui créer préjudice. C'est pour ça que malgré que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, on vous dit que l'Ukraine est en train de gagner. On a vu les néo-nazis d'Azov se rendre, mais quand vous écoutez les discours officiels, c'est que c'est l'Ukraine qui est en train d'organiser leur sortie de ce sous-sol. Il n'y a plus de... Le ridicule ne tue pas, si vous voulez, pour faire vite. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ces gens-là, avec la possibilité de ce monde multipolaire, ils vont tout perdre. Ou bien ils vont perdre gros. Et c'est pour cela qu'ils ont décidé à se jeter dans la bataille à corps perdu, sauf qu'ils sont limités par la dissuasion nucléaire de M. Poutine. C'est pour ça qu'ils n'osent même pas envoyer des troupes là-bas et peut-être même participer de manière ouverte à la guerre, puisqu'ils ont eu le ultimatum de Poutine. Celui qui met les doigts dans l'affaire, si je frappe. Donc c'est pour ça qu'ils ont ces retenues. Bon, mais la question, et c'est là où j'ai été un peu, j'espère, rassuré par la dernière sortie de Yam. Dans cette affaire-là, je continue de dire, c'est vrai, c'est bien, c'est beau, mais il faudra que l'Afrique soit capable de se doter elle-même de ses propres crypto-monnaies. Parce que dans les échanges, Dr Franklin, il m'a dit tout à l'heure, il a tapé sur son compte, il a fait une opération de 300 dollars et poussière. J'espère que tout à l'heure, en sortant, j'aurai quelques trucs dans ma poche parce que je ne sais pas où est-ce que tu as mis tous ces dollars. Ou dans votre compte. Non, pour l'instant, j'en ai pas. Je suis désolé, j'en ai pas. C'est peut-être le moment. Non, j'en ai pas parce que je suis aussi victime d'autres contraintes. Qui sont pragmatiques. Il y a abalé d'un revers de même qui sont réels, qui sont des contraintes logistiques. La logistique, parce que pour cette affaire de crypto-monnaie, c'est en Gambie. Parce que là-bas, en Gambie, souvent, on fait un mois. Il n'y a pas d'électricité, monsieur Yann. Je fais comment? Très important. Parce que c'est ça les contraintes de cette affaire-là. Il faut qu'on sache qu'on part quand même d'un endroit qui est assez lointain. Et c'est là où quelqu'un parle de petits pas. Peut-être que la marche des escaliers, la marche sera vraiment... Et pour cela, il faut qu'il y ait des réformes en profondeur sur le plan logistique d'un certain nombre d'éléments qu'on doit mettre en amont pour rendre vraiment démocratique, excusez-moi le terme, mais je l'utilise, démocratique l'utilisation de cette crypto-monnaie pour tout le monde, sans oublier la compréhension même de ce que c'est, parce que c'est une autre paire de manches. D'accord. Bon, d'accord. Mais je dis donc que, dans le fond, comme moi je suis quelqu'un qui voit toujours mon intérêt et l'intérêt de mon continent, je me dis, il faut qu'on se lance rapidement vers les créations de ces crypto-monnaies, à l'appeler comme ça, c'est un terme générique, mais qui soient authentiquement africains. Parce que pour l'instant, la plupart de ces histoires-là sont adossées sur des formulations qui ont été produites ailleurs, qu'on le veuille ou non. Donc, tout à l'heure, il a dit il faut un certain pourcentage pour entretenir des réseaux. C'est quand même un pourcentage. Ah oui. Donc, moi, je dis, comment on va faire, vous qui êtes des experts, vous avez des jeunes ingénieurs, mettez tout le monde en branle pour que l'Afrique
dans ce jeu-là, ne retombe pas dans les travers des échanges monétaires et financiers qui nous ont été imposés, de telle manière que nous aussi, nous puissions être en capacité de créer nos propres crypto-monnaies, de les gérer de manière convenable et africaine, et cela passe éminemment vers une décision politique. C'est pour cela que je sors par là. Et je vous dis, c'est bien. On est face à un lion, on cherche des moyens, soit pour contrôler le lion, soit pour l'effrayer, pour qu'il laisse passer. Mais en réalité, il faut qu'on crée des conditions que nous devenions des lions et des tigres jumelés pour que personne ne vienne nous effrayer. Et pour cela, il faut qu'on passe par l'unité politique de notre continent. Il faut absolument passer par l'unité politique du continent tout de suite et maintenant. On va balayer d'un revers de main ces contraintes de faux francs CFA qui nous empêchent justement d'être payés à la juste valeur. L'effort collectif que nous produisons, deuxièmement, on aura le sens d'initiative sans qu'on ait une épée de Damoclès qui flotte sur notre tête, qu'on a vu la COBAC et la BEAC essayer de le faire, et cela rejoint un gros mensonge, et notamment qui a été redit par le même individu, où on nous disait que non, à la BEAC, il n'y a pas de français qui l'a. Moi, c'est l'individu qui disait, j'ai été directeur ou bien président de cette affaire-là pendant tel nombre d'années, j'ai jamais vu un blanc dans les couloirs de cette affaire. Mais lui-même, dans le cas de l'écho, il a été obligé de dire que pour nous, avec le nouvel écho, cette fois-ci, on n'aura pas de français à l'intérieur du comité de gestion. Bon, c'est tout dit. C'est pour vous dire donc que moi, mon problème dans cette affaire, j'applaudis des deux mains. Président Touadéra, parce qu'on dit que quand on est dans l'urgence, il faut réagir par rapport à l'urgence. Mais à terme, pour qu'on soit réellement maître de notre espace, de notre devenir, du cap qu'on veut prendre, mais surtout de la projection que nous voulons nous faire nous-mêmes dans cet univers mondial qui est devenu extrêmement belliqueux et j'allais dire incertain, il faudra que nous soyons toujours maîtres de nos outils. Si nous ne sommes pas maîtres de nos outils, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, on va être esclave de quelque chose ou bien d'un groupe. Donc voilà ma position sur cette question. Oui à l'agilité, j'allais dire tactique et stratégique pour pouvoir avancer, pour ne pas être bloqué, pour ne pas en fait subir une défaite qui est programmée par les autres, mais en même temps toujours mettre en avant, comme notre horizon indépassable, le fait que c'est uni que nous serons forts, parce que ça sera moins comme un produit de génie qui sera capable de nous donner des solutions qui seront au service de notre continent, de notre peuple, et que nous allons aussi proposer aux autres maintenant comme outil pour qu'ils puissent nous aider à non seulement sur le plan culturel, à vaguer dans ces espaces qui nous sont interdits, deuxièmement sur le plan technique, technologique et scientifique, à prouver le know-how, j'allais dire le génie africain, et à le célébrer. Et troisièmement, si je peux le dire comme ça, à démontrer par là que, contrairement à ce qu'ils ont vécu dans ces années noires, dans ces décennies noires, dans ces siècles, n'est-ce pas, de vassalisation de l'humanité rend la bête, voici ce que c'est l'humanité que l'Afrique va leur proposer, parce qu'elle va être solidarité, elle va être amour, elle va être fraternité, et je crois que c'est ça que nous devons faire, au lieu de dire que là, nous avons la solution clé en main de la situation, sans réfléchir au revers de ce que cela peut produire dans un avenir très proche. La réserve de l'homme politique, on l'a compris dans vos analyses, mais il en ressort quelque chose de commun et de partagé sur ce plateau. Il faudra agir en bloc et c'est l'une des solutions simples, entre guillemets, de l'indigène le plus érudit qui propose justement la sortie du franc CFA. Dans les années 1960, justement, ce bloc est pensé pour sortir de cette monnaie coloniale. L'écho est alors projeté. Il y a une année de cela, les négociations quant à l'établissement de cette monnaie ont progressé. On dit en 2027, l'écho prendra forme, même si le Nigeria a retardé l'échéance. Alors aujourd'hui, je ne veux pas parler du caractère économique de cette monnaie de substitution qui en réalité n'est pas vraiment une libération, mais du caractère de la collégialité. Vous faisiez état, lors de votre première prise de parole, du président ivoirien qui estime qu'il faudrait rester sous les chaînes du franc CFA. Que peut réellement, ou que devrait, vers où devrait-on aller réellement dans la constitution de cette volonté politique commune des États assortis du franc CFA? Est-ce qu'on peut faire l'un sans l'autre? Merci beaucoup, monsieur Rim, pour cette question. Je vais
À la suite de ce que j'ai entendu, vous allez constater que je vais être un peu très froid. Parce que moi, je parle en tant que visionnaire politique maintenant. Non pas seulement en tant que panafricaniste, mais là, en tant que visionnaire politique. Je vais situer les bornes pour ne pas verser dans l'euphorie. Hein, parce que il y a un peu trop de sentiments dans cette affaire des crypto-monnaies et tout. Moi, je vais nous resituer dans les contextes vrais. Les contextes vrais, c'est celui de la souveraineté. Vous voyez, la monnaie, c'est l'instrument de la souveraineté d'un pays, d'un État. Mais parlons d'abord des 4 attributs de la souveraineté dont il est question ici. Il y a d'abord un peuple permanent. Pour parler de la souveraineté d'un pays, il faut qu'il y ait un peuple permanent, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un territoire déterminé. Oui, nous avons tous ces éléments. Hein. Suivez bien mon regard. Troisièmement, il faut un gouvernement qui n'est pas soumis à un autre. Ça veut dire un gouvernement autonome. C'est là où il y a les problèmes. Hein. Et troisièmement, la capacité de cet État ou de ces peuples à entrer en contact avec d'autres peuples, d'autres États. Voyez-vous, c'est sur les 2 dernières questions que je vais bien m'appesantir. Donc, lorsqu'on parle de l'alternative, parce que c'est une alternative que Touadéra a pris, c'est une initiative, pour ne pas parler d'alternative, parce que alternative supposerait qu'on est sorti du franc CFA. Vous voyez, c'est une initiative, l'une des prérogatives de la souveraineté qu'il a entrepris pour pouvoir permettre à la Centrafrique d'être irrigué par ces échanges. C'est un pays riche. Moi, j'y ai été plusieurs fois. Je pense que Touadéra, le président, nous a même reçus. C'est là 2 ans. Il nous a reçus à la présidence. J'ai discuté avec lui. Donc, je vous dis que c'est une initiative présidentielle pour permettre à la Centrafrique de bénéficier de ces échanges à l'extérieur. Je pense que mes frères l'ont si bien expliqué, je ne vais pas y revenir. Moi, je vais parler de la souveraineté. Les problèmes avec la souveraineté, voilà pourquoi il disait tout à l'heure parfait qu'il a pris mes biscuits, parce que c'est vraiment là où je voulais rebondir. Quand on parle de la souveraineté, c'est un gouvernement qui n'est pas soumis à un autre, ça c'est de 1, et de 2, la capacité donc de cet État à entrer en relation avec d'autres États. Vous voyez, ce sont les 2 derniers attributs de la souveraineté. Maintenant, s'agissant de la problématique monétaire, c'est une question fondamentale pour nos pays. En particulier, nos pays francophones. Vous voyez, nous avons en Afrique des pays qui ont leur propre monnaie. Mais on ne peut pas dire que ces pays-là vivent mieux économiquement. Ils font des échanges dans leur propre monnaie. Donc, il y a au-dessus de la monnaie il y a une question impérative. Là, on n'y a même pas à discuter. Il faut que le pays francophone sorte de la zone CFA. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Maintenant, il y a une autre question qui est celle de la gouvernance. Il faut bien gouverner un pays, valoriser les richesses de ces pays, n'est-ce pas, en évitant toute forme de diktat extérieur, par exemple les accords léonins qui sont imposés par les multinationales ou les institutions internationales sur nos pays pour pouvoir décider de l'avenir que nous voulons en nos pays. Donc ça, c'est un problème de gouvernance et de souveraineté. Maintenant, lorsque vous parlez des crypto-monnaies, souvenez-vous que le système crypto-monnaie n'est pas fabriqué par les Africains. Voilà pourquoi j'ai dit que parfait a pris mes biscuits. C'est là que je voulais vraiment rebondir. Moi, je n'ai pas d'euphorie. Je prends cette question avec beaucoup de froideur. Pourquoi? Parce que la crypto, on dit la crypto-monnaie. Avons-nous suffisamment de technologies ou d'intelligence informatique pour aller dans cette aventure? Moi, je dis, ce que Touadéra a fait, c'est une aventure sur laquelle on ne peut pas juger maintenant. C'est une initiative. Moi, ce que j'encourage, c'est l'initiative de dire que je veux que le bénéfice des échanges extérieurs de mon pays puisse bénéficier à mon pays. C'est l'initiative qui est louable. Maintenant, l'option prise par rapport à la crypto-monnaie, moi, je ne peux pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, premièrement, je ne maîtrise pas le système crypto-monnaie. D'ailleurs, on m'a sollicité plusieurs fois d'entrer dans ce système, j'ai tout refusé. Vous voyez, je suis un peu trop dubitatif là-dessus. J'ai tout refusé, dit non, pour le moment, je regarde ça avec beaucoup de froideur. Je regarde ça de loin, voyez-vous. Bon, quand on parle de monnaie, par exemple, ou d'une valeur d'échange entre peuples,
l'Afrique n'est pas en reste, l'Afrique n'est pas l'élève de l'Occident. Je vous donne l'exemple du royaume où moi je suis l'héritier. Si mon roi me présente, c'est que je suis un roi, c'est que tu as reçu un roi sur ton plateau. Donc, le royaume du Congo. Le royaume du Congo avait une monnaie, le Njimbo. Mon ami, bien avant que l'Occident mette ses pattes en Afrique, on savait déjà qu'on pouvait avoir une valeur, une unité des valeurs et d'échange entre peuples. Donc, ce n'est pas l'Occident qui nous apprend comment est-ce qu'on peut déterminer, ce qu'on peut utiliser comme unité d'échange. Donc, nous en avions déjà eu. Moi, je parle de mon royaume que je maîtrise bien. Mais je pense qu'en Afrique, il y en a eu des cas, on peut citer d'autres cas, voyez-vous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'homme politique, en tant que visionnaire politique, je pense que l'Afrique doit réfléchir à une unité d'échange et de valeurs qui est propre à l'Afrique. Parce que cette aventure-là des crypto-monnaies, c'est une nouvelle aventure, on observe avec beaucoup de froideur, hein, jusqu'où ça peut arriver, voyez-vous. Mais je pense que si moi j'étais à la place de Touadéra, l'initiative, l'option prise pour raflouer les caisses de l'État est louable. Maintenant, les choix et la méthode peuvent être remis en cause. Pourquoi? Touadéra a un nouveau mandat qui va finir après lui. C'est lui qui viendra. Va-t-il perpétuer cette liberté, cette option? Deuxièmement, est-ce que l'élite centrafricaine aura-t-elle la maîtrise de cette monnaie virtuelle, de ce système, même s'il est mathématicien? Est-ce qu'il aura la maîtrise? Voyez-vous? Je dis bien, pour moi, l'initiative est bonne. Je soutiens. Mais les choix et la méthode, nous allons regarder dans 2, 3 ans, 4 ans, ce que ça peut donner. D'accord. Merci. Donc, je vais chuter par là en disant, ce que l'Afrique a besoin maintenant, c'est d'affirmer sa souveraineté. Affirmer sa souveraineté, c'est de se doter des outils qui affirment cette souveraineté. Et l'un de ces outils, c'est la monnaie. Et je pense que l'Afrique a besoin d'une monnaie qui appartienne à l'Afrique ou de manière générale aux Africains. C'est-à-dire chaque pays a le droit d'avoir sa propre monnaie sur laquelle il a les contrôles, ou alors de manière continentale, l'Afrique a besoin d'une monnaie qui est contrôlée par les Africains, qu'on peut, n'est-ce pas, vivre. Mais je ne pense pas que l'aventure vers le virtuel puisse être trop fiable pour le moment, parce que j'étais en Belgique, j'étais en France, j'étais en Allemagne, j'ai essayé de vérifier un peu comment sont gérés les réseaux sociaux, leur système central, les ordinateurs, les machins. Mon ami, ça échappe totalement aux Africains, ça échappe totalement aux États africains, ça échappe totalement au contrôle de la majorité. Et c'est très, très dangereux d'encourager un système dont vous n'avez pas totalement les contrôles. Merci, Dr Bénicris. Et je pense que vous portez la voix de tous ces crypto-sceptiques qui, eux, je ne suis pas crypto-sceptique. Non, il ne faut pas me coller cette étiquette-là. Je suis plutôt réservé. Réservé et prudent. La frontière, merci. D'accord, prudent et réservé. En tout cas, on a bien compris. Hein, et non, j'assume ma position. C'est ma position de l'homme politique. Je suis réservé. Merci de rectifier le tir. C'était... Parce que regarde, quand on est en train de se noyer, voyez-vous, quand on se noie, hein, même sur un serpent, on peut s'accrocher. Hein, à ce moment-là, le serpent devient votre solution dans votre pensée. Mais ce serpent peut aussi vous enfoncer en bas. Donc il faut faire très, très, très attention. Ok, pas crypto-statique, mais réservé quant à la forte ruée de nos politiques vers les crypto-monnaies. Peut-être pas de nos politiques, mais du monde entier. Mais ça me permet justement de vous poser une question, cher monsieur. Je commencerai par vous, Franklin. Alors, la crypto-monnaie est-elle une fin ou un moyen ? Est-ce que la crypto-monnaie aujourd'hui devrait être le palliatif tout trouvé, le salut de l'Afrique pour sortir du franc CFA, ou alors à côté de la crypto-monnaie, qui est juste un début, on devrait avoir une monnaie propre même aux Africains? Crypto-monnaie, fin ou moyen? Tu t'étais désagréable de répondre à cette question qui m'oblige à parler un peu de parfait en son absence. Donc je me réjouis qu'il soit là, parce qu'il faut qu'on sache qu'il n'était pas là.
Il n'est jamais très loin. C'est toi qui as révélé sur ça. Il n'est jamais très loin. Il n'est jamais très loin. Non, je taquine mon grand frère. Alors, j'ai observé dans les analyses, les 2 dernières, le tic en il faut. Et je crois que c'est le problème de l'analyse sur les questions liées au franc CFA qui revient tout le temps. C'est que tous les analystes du franc CFA disent de très bonnes choses, mais n'agissent pas. Ils disent il faut, il faut, il faut. Une fois que vous avez fini d'analyser et que vous avez dit il faut, qui fait ça? Une fois qu'on a dit unité politique, qui fait ça? Qui l'implémente? Qui lance ça? Ça se met en place comment? Comment est-ce qu'on organise structurellement ça? Je crois que le président Touadéra a dû se poser la même question. Et il a abouti à la réponse que ça va être difficile à organiser, à mettre en place. Kadhafi et plein d'autres montrent très bien que c'est difficile de construire ça. C'est-à-dire que l'histoire récente et même ancienne, on peut aller à Lumumba, à Sankara, on peut passer par Sékou Touré et les autres pour comprendre très bien jusqu'où c'est compliqué de mettre en œuvre ça. Pour moi, ce n'est pas à exclure, mais il faut bien utiliser une stratégie qui va réduire les espaces entre la situation actuelle et l'idéal d'unité politique de l'Afrique. Parce que c'est fondamentalement l'idéal. Si on y arrive, on a réglé le problème définitivement et durablement. Mais en attendant, il faut continuer de trouver des solutions palliatives qui permettent d'apporter des réponses à un problème que l'on sait présent et dont les effets sont nocifs pour nous tous. On est tout à fait d'accord. Voilà. Une fois que cela est dit, je vais revenir à 1 ou 2 éléments du développement de Sa Majesté. C'est de dire que la blockchain n'est contrôlée par personne. C'est même cela la spécificité de cet outil. Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de l'expérience que vous avez eue dans vos voyages et qui vous ont permis de voir combien les serveurs des réseaux sociaux étaient gérés par un certain nombre de personnes et que cela échappait à l'Afrique. C'est vrai. La crypto-monnaie est la contestation de cette centralisation-là d'un point de vue bancaire. C'est-à-dire que ceux qui ont initié la blockchain et les crypto-monnaies sont venus précisément questionner l'hypercentralisation de la monnaie. Pour vous expliquer simplement, un serveur de banque a cette forme rectangulaire si elle s'est posée. Et chaque transaction faite entre une personne A et une personne B est mentionnée dans le serveur de la banque. Voilà pourquoi quand vous demandez un listing, on vous sort un format avec vos transactions. Sauf que dans un serveur de banque, la banque peut elle-même modifier une transaction. C'est possible que la banque modifie elle-même une transaction. Voilà pourquoi quand vous êtes un multimillionnaire ou un milliardaire, quand vous prenez votre listing, il y a toujours des opérations que vous n'avez pas faites. Dès que vous réclamez, on remet à la place. Quand vous avez un compte avec 60-70 millions, il y a toujours des transactions comme ça là qui vont se glisser là-dedans. Toujours. Vous réclamez, on remet. La banque peut subir une attaque extérieure. Les hackers peuvent hacker le serveur d'une banque et y produire des dégâts énormes. Deuxième type de faiblesse d'un serveur classique de banque. Troisième, de l'intérieur, les traders de la banque peuvent prendre des positions qui fragilisent les avoirs de la banque. Regardez Jérôme Kerviel, il y a une dizaine d'années. On se comprend bien. Même la BRKC a subi ça. Parfait. Donc, vous voyez ce que